pra pa 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 priputepe pa pa priputepe pa pa to pepe paribore pepero poporepe perero para bana bupe brada duba para bada du veira banana duba. Bien, je commence. Alors nous en sommes à notre troisième entretien, ça devient vraiment une série américaine cette histoire, avec vous Madame Alain, donc notre chère députée. Le programme d'aujourd'hui, ce sera donc la démocratie locale d'une part et les circuits courts, on expliquera ce terme d'autre part. Je précise peut-être que Monsieur Garrigue s'était proposé de venir, mais hélas il n'a pas pu venir et il aurait aussi aimé discuter de ces sujets, mais c'est peut-être que partie remise. En tout cas, on vous remercie toujours d'être là, c'est vraiment sympa, vous étiez même en avance. Donc c'est formidable. Alors sur la démocratie locale, peut-être que Philippe va commencer à poser sa question. Bah, allez, on commence tout de suite. Hier, on a reçu Fabien Ruet et Christiane Delpont qui sont candidats aux élections territoriales. Il y a quelque chose qui m'a frappé, d'ailleurs, c'est en écho avec un communiqué qu'on a reçu, un communiqué commun de la CAB et de la mairie, ce qui est rare, donc c'est bien, visant la mise en place de conseils citoyens dans 3 quartiers bergeracois, première chose. Et puis hier, le candidat Fabien Ruet nous parlait aussi de la mise en place de conseils citoyens après son éventuelle élection, et même pendant la campagne, une sorte de mise en place de coécriture, de coparticipation, de co-construction du programme. Et je me suis dit que quelque part, ça ressemblait un petit peu à votre méthode. Alors, je voulais savoir si vous y étiez pour quelque chose. Est-ce que c'est dans l'air du temps? Et que pensez-vous de cette évolution de la démocratie locale, si c'en est une d'ailleurs? Alors, écoutez, moi je me réjouis des méthodes qu'ils choisissent. Alors, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Peut-être, je l'espère. En tous les cas, vous avez parlé tout à l'heure de série américaine. Non, c'est pas une série américaine, c'est une série bien bergeracoise. Ça fait partie, le fait de venir dialoguer ici. J'espère que ça va bien au-delà d'ailleurs du bergeracois, et ça fait partie effectivement des moments où on peut échanger. Alors là, c'est vrai que pour l'instant, personne n'est venu échanger encore avec moi, mais j'espère que ça viendra. L'idée de ces comités citoyens, déjà, quand vous dites le communiqué commun, c'est dans le cadre de la politique de la ville. Et effectivement, le cadre de la politique de la ville, c'est donc des territoires qui ont été ciblés comme ayant besoin d'une attention particulière pour les aider à reprendre un petit peu en main le quotidien sur ces territoires, et donc pour redonner de la dynamique. Donc il y a effectivement trois territoires dans la ville de Bergerac qui ont été ciblés, et effectivement ces comités citoyens font partie des obligations à mettre en œuvre pour définir ces politiques de la ville, et le fait que ça se fasse entre la ville concernée et la communauté d'agglomération ou la communauté de communes, ça fait partie aussi des obligations. Donc j'ai envie de dire qu'ils ont été amenés par les obligations pour pouvoir bénéficier des financements, bien sûr, qui accompagneront après les choses qui seront mises en œuvre. Et ils y ont été amenés, je dirais, un petit peu par le cahier des charges. Donc c'est une volonté du gouvernement. Alors effectivement, le fait que, en ce qui me concerne, depuis, je dirais presque le début de mon mandat, je fais des réunions locales et sur tout le territoire de ma circonscription pour aller à la rencontre de mes concitoyens, je pense que même si n'y viennent ceux qui sont candidats ou ceux qui sont élus n'y viennent pas tous, en tous les cas les élus, quand je vais sur leur canton, un certain nombre d'élus viennent et apprécient ce dialogue.
Donc cette méthode-là a pu peut-être les inspirer. Bon, là, vous nous avez rappelé que c'est une obligation. Voilà. Il y a une injonction. La politique de la ville existe depuis maintenant très longtemps. Et c'est vrai qu'avant, c'était une sorte de concertation où l'élu faisait des pas de porte et il rencontrait les citoyens. Là, il y aura un tirage au sort, visiblement, à partir des personnes qui vont se présenter. Donc finalement, si c'est une obligation, on peut se poser la question de cette volonté réelle de nos élus. Et puis, Tu fais des procès d'intention. non, je ne fais pas de procès d'intention, parce qu'il y avait déjà eu ces conseils de quartier et tirage au sort qui n'avaient pas donné grand-chose sous la mandature du précédent maire, en tout cas ce que j'en pense. Voilà, donc pour revenir là-dessus, est-ce que vous c'était cette idée d'air du temps, vous dites c'est le gouvernement qui l'a imposé, mais il y a quand même quelque chose de peut-être une petite prise en compte meilleure des aspirations des citoyens? Je crois qu'on se rend bien compte effectivement qu'il y a une coupure, pour ne pas dire une rupture, entre les citoyens et les élus. C'est assez clair et je crois qu'il y a de nombreuses... Les raisons sont multiples, dont la multiplicité des mandats. Hein. Beaucoup d'élus ont multiples mandats et donc... moi, quand je suis à l'Assemblée nationale, je ne suis pas à Bergerac. Mais quand je suis à Bergerac, je suis amenée à faire des choix. Et dans mes choix, je peux aller au plus facile, qui est de répondre à toutes les invitations lorsqu'il y a des inaugurations, ce que je fais pour certains. Enfin, j'essaie quand même d'y aller, parce que c'est aussi des moments pour honorer les élus par rapport à ce qu'ils ont fait, et pour parler avec les gens, parce qu'il y a toujours un pot, un moment convivial. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut échanger sur des vrais sujets et se confronter à des opinions différentes, au fait que les gens se posent des questions par rapport à un vote que j'ai pu avoir à l'Assemblée nationale. On en a parlé la dernière fois. Pourquoi j'ai voté comme ça? Bon, et donc c'est rendre des comptes. Et je dirais que plus je vais à la rencontre de mes concitoyens à travers des réunions, etc., et plus, lorsque je suis amenée à rédiger des amendements dans un texte de loi ou à penser à une proposition de loi ou à faire un travail, je m'inspire de ce que j'ai entendu. Je suis pas... Voilà, je fais un tri aussi par rapport à mes convictions politiques, bien évidemment. Mais je sais ce qu'en pensent mes concitoyens. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. D'accord, vas-y. Dans le prolongement de cette affaire de démocratie locale, mais peut-être aussi dans l'actualité, mais un peu plus sérieuse peut-être, enfin un peu plus grave, on me demande de vous demander ce que vous pensez des ZAD, des zones à défendre qui sans se multiplier, enfin commencent à émerger un petit peu dans l'actualité. Qu'est-ce que... Bon, il y a même des gens pour dire faisons des ZAD partout, etc. Soyons zadistes. Est-ce que vous vous êtes fait une idée là-dessus? Eh bien, moi, je crois que précisément, si les gens font des ZAD, c'est parce qu'ils considèrent ne pas avoir été suffisamment impliqués en amont d'une décision. Alors qu'on soit clair, quand effectivement un élu à un moment donné est amené à faire un choix, à dire oui ou non, je soutiens ce projet. J'ai vu dans la presse de cette semaine des interrogations qui se posent par rapport à un projet photovoltaïque, donc qui est porté par une entreprise, sur le site à proximité de l'aéroport, qui est tout simplement le site qui a déjà été perméabilisé, puisque c'était là où étaient stockés tous les matériaux en vue d'agrandissement de l'aéroport. Donc c'est une zone qui est déjà complètement imperméabilisée. Je pense que plus il y aurait eu de débats autour de ce projet entre les gens qui sont concernés, l'environnement proche, mais aussi après, effectivement, des élus, des gens qui vont prendre les décisions pour dire on est d'accord sur ce projet ou on ne l'est pas. Cela
Bah, c'est d'autant plus permet... juste que le dernier conseil communautaire s'est abstenu sur la question. Voilà, donc, alors, bon, il s'est abstenu, ça veut dire qu'il a entendu des réserves qui sont portées par un certain nombre d'élus. Est-ce que ces élus sont la représentation ou pas de leurs concitoyens? J'en sais rien. Mais en tous les cas, les élus du conseil communautaire, ils se sont majoritairement abstenus. La question qu'on peut se poser, qui est liée à ce que vous venez de dire, c'est pourquoi ce dossier est arrivé au conseil communautaire, qui est arrivé jusqu'au conseil communautaire, avant qu'on se rende compte que finalement, je ne sais pas s'il y a vraiment une réelle concertation avec tous les acteurs qui étaient autour de ce projet-là. Mais pas tellement de concertation. Parce que finalement, le dossier est abandonné. Enfin, voilà, il n'est pas forcément abandonné. Une abstention veut dire, justement, peut-être que l'abstention va permettre ce dialogue qui n'a pas eu lieu avant. Le dialogue, ça veut dire qu'il faut que le porteur du projet vienne le présenter. Peut-être que la région Aquitaine, qui s'est engagée dans une démarche TEPOS, donc démarche TEPOS, ça veut dire démarche de territoire d'énergie positive. Et j'ai vu que dans cette démarche, la vice-présidente donc est venue la présenter à l'Assemblée nationale il y a quelque temps lors d'une réunion que j'organisais sur les politiques rurales. Il y a un projet photovoltaïque qui a été retenu. Donc, au-delà, ça veut dire qu'il faut que pour que la concertation ait lieu, les gens aient tout en main, c'est-à-dire qu'il y a le projet, il y a une démarche régionale pour l'énergie, donc territoire d'énergie positive, en quoi il est important de reprendre en main notre production d'énergie, qu'on est au-delà de, on a un territoire, on veut le protéger, il y a du patrimoine, oui, bien sûr, mais il y a aussi une volonté de reprendre en main notre énergie et d'abandonner les énergies fossiles, et aussi de diminuer le parc nucléaire. Donc comment va-t-on faire? Est-ce qu'on est prêts, les uns et les autres, à changer notre mode de vie? J'espère, d'une certaine façon, oui. On peut encore économiser beaucoup d'énergie, parce qu'on sait que nos bâtiments sont énergivores. Enfin bon, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire pour économiser de l'énergie, mais néanmoins, nous aurons toujours besoin d'énergie. Donc comment allons-nous la produire? En Dordogne, on a plein d'exemples. J'ai fait une réunion, d'ailleurs, 2 réunions sur le sujet dans mes réunions publiques. Une à Bergerac sur le témoignage de l'énergie à partir du bois. On avait parlé de ça la dernière fois, effectivement. Voilà. Donc, bon. Mais dans le cadre de la transition énergétique, donc 30% de projets doivent aller vers les énergies renouvelables d'ici peu de temps. Donc il faut que les citoyens aient un petit peu tout ça en tête, c'est-à-dire qu'on reprenne un petit peu nos responsabilités en main, nos responsabilités collectives, et pas seulement, pas seulement très... Pour revenir aux ZAD, moi c'est comme ça que il me semble qu'on peut analyser le truc, c'est qu'il y a manifestement 2 temporalités, c'est-à-dire que les zadistes disent il y en a ras-le-bol, il n'y a pas de concertation, là, on occupe, et puis de l'autre côté, les politiques qui, eux, hésitent entre 2 autres temporalités, c'est-à-dire le travail quotidien qui se fait, les enquêtes publiques, les machins, les dossiers, les trucs où leurs compétences sont mises en avant, alors ils sont très contents et ils bossent, ils le disent beaucoup au conseil communautaire, ils disaient on a beaucoup travaillé, etc., mais évidemment sans les citoyens. Et puis de l'autre côté, quand ça dérape ou quand ça freine ou quand il y a sinon une ZAD, du moins quelque chose qui déconne, et ils disent bon ben on arrête tout, on s'abstient, alors on est coincé parce que d'un côté il y a le choix de la seule provocation et puis de l'autre c'est pas grand chose quoi, hein, ou bien la compétence technique qui fait taire tout le monde en disant vous n'y connaissez rien, laissez-nous faire, ou bien alors on s'abstient, on attend, on laisse pourrir, etc. Non mais justement je crois qu'en fait c'est changer la méthode. Vous parliez des enquêtes publiques. C'est très clair, les enquêtes publiques aujourd'hui, qui va s'exprimer dans une enquête publique? C'est écrire dans un cahier, bon, c'est pas toujours, y compris sur Internet, la démarche n'est pas toujours, bon, elle n'est pas nourrie, ce sont des expressions individuelles, souvent d'ailleurs des gens qui sont contre. Du coup
le commissaire qui est chargé, il dit bah oui, mais c'est pas tout à fait, c'est juste l'expression de ceux qui sont contre, donc on le minimise, ce qui est pas normal. Alors que quand même, sur les carrières, le projet d'extension de carrière à la Monzie, moi j'avais proposé au commissaire de faire une réunion publique. C'est prévu dans les ils n'en font jamais. Ils craignaient, mais alors ils n'en avaient pas envie, et le maire non plus. Mais je leur ai dit, mais écoutez, moi j'ai rencontré l'association, je suis allée à une réunion, ce ne sont pas des gens violents. Ils n'ont pas des couteaux entre les dents. Ils veulent juste, ils veulent exprimer pourquoi ils sont contre et en quoi ils considèrent que pour le territoire, ce n'est pas positif, que ce n'est pas positif pour l'environnement, que ce n'est pas positif pour le vivre ensemble aussi sur le village. Enfin bon. Et pour la première fois, le porteur de projet a rencontré des gens qui sont voisins et qui souffraient de cela. D'accord. Bon, c'est quand même important qu'ils les entendent à un moment donné. Donc, et les réunions, effectivement, publiques doivent permettre aussi, voilà, il doit y avoir un temps où on expose un petit peu toutes les données du problème. Voilà quel est l'objectif devant lequel on est, et un objectif qui est porté au niveau national. Notre reconversion énergétique, ce n'est pas rien. Donc il faut que les gens l'intègrent. Mais les gens ne sont pas idiots. Si on commence à dire, ben voilà quelles sont les données du problème, ils vont intégrer cela et sortir de leur petits soucis du quotidien. Après, je veux quand même insister sur le fait que là où il y a des ZAD, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle les grands projets coûteux et inutiles. C'est ce que j'allais en parler. Très clair. Notre-Dame-des-Landes, on vient d'apprendre que Valls a annoncé que ça allait repartir en 2015. On a souvent l'impression que de la part des élus, que ces ZAD ne sont pas des lieux d'expression politique, mais des gens. Non, mais pour eux, non. C'est une opposition exprimée. Oui, c'est une opposition exprimée. Mais par exemple, en 2015, on va repartir dans un conflit, je pense, en Bretagne par rapport à ce projet Notre-Dame-des-Landes. Ça a toujours été comme ça. Vous venez d'annoncer que pour la carrière, vous avez réussi. Il y a eu cette concertation-là. Finalement, quelle est la légitimité politique, elle se situe où à ce moment-là, pour ces grands projets-là? L'opposition citoyenne dans le cadre des ZAD, l'élu qui a son projet, qui a été pas forcément mandaté, comment ça se passe? Parce que là, on arrive à deux positions très tranchées, très marquées. Finalement, probablement que c'est le gouvernement qui va l'emporter. Je crois que, très franchement, ça exprime une demande d'une autre forme de démocratie. Qu'on soit très clair. On a un projet ici, moi je veux bien qu'on parle de Notre-Dame-des-Landes, mais il y a un projet ici qui est porté par des élus, c'est transformer la route nationale 21 en une autoroute. Eh bien, pour l'instant, je crois bien être la seule parlementaire à avoir affirmé que je suis contre. Et je suis allée le dire lors de la réunion à Périgueux sur le sujet, où il n'y avait que des gens qui étaient pour. Bon, j'ai expliqué pourquoi j'étais contre. Une route nationale 21, et je dirais, fait partie du service public de transport et de déplacement. Entre autres, bien sûr, parce que je me suis fortement engagée aussi pour améliorer le ferroviaire. Le jour où cette route nationale 21 devient une autoroute, on nous dit, ben, les gens qui ne voudront pas prendre l'autoroute, ils prendront le réseau secondaire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le réseau secondaire? C'est quoi leur choix? Alors moi, je dis non, c'est pas normal. Et seuls les élus aujourd'hui, un certain nombre d'élus, de droite comme de gauche d'ailleurs, disent que c'est absolument essentiel pour le développement du territoire. Et le président du MEDEF, etc. Mais quand j'en parle, moi, quand je demande aux citoyens, j'en ai pas entendu un seul, et même des usagers. Je suis revenue en avion cette semaine. Il m'arrive de prendre l'avion. Ben oui, il n'y avait pas de train à 5h30 mardi matin. Voilà, c'est pas grave. Voilà, ça arrive, mais je le dis. Et donc, au retour, pour des raisons X, il y a des travaux sur l'aéroport à Bergerac. Donc, quand on est arrivé à Périgueux, on nous a dit, ben, cette semaine, et puis pour plusieurs semaines d'ailleurs, je crois, on va faire en taxi Périgueux-Bergerac. Bon, ok. Et donc,
on a parlé dans le taxi avec les personnes qui étaient là. Bonjour le CO2, hein, votre émission de CO2 ne s'arrange pas. Hein. Non, c'était pas plus mal que l'avion hein, au niveau CO2. Ça c'est sûr. Donc il y avait donc des taxis où effectivement on a regroupé les personnes hein, quand même. Très bien. Donc et donc ça donne l'occasion de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et le chauffeur de taxi, à un moment, on parle de... Il n'y avait pas beaucoup... Le soir, à 22h, il n'y a personne sur la route nationale 21. Alors, je lui demandais, mais je lui dis, il n'y a personne. Et il me dit, oui, on me dit, mais vous savez, même en journée... on roule. Oui, alors je lui dis, mais vous confirmez il me dit, mais oui. Il me dit, on a quand même des zones de dépassement. Alors je reconnais, entre Agen et Auch, c'est pas le cas. Mais donc entre Agen et Auch, et même depuis Bergerac jusqu'à Agen, on peut encore améliorer nettement la nationale 21 pour la sécuriser. Parce qu'effectivement, nous avons encore trop de blessés et de morts sur nos routes. Et croyez que j'y suis particulièrement sensible. Donc... effectivement, on doit améliorer, on doit la sécurité aux citoyens, mais transformer cette route en autoroute, ça n'a aucun sens. Donc on serait sur un projet, je dis bien on serait, parce que je pense qu'il ne se fera pas. De toute façon, on serait sur un projet complètement inutile, voilà. Cher et inutile, parce que public-privé, ça veut dire que public, on va y mettre de l'argent public. Privé, ça veut dire que le privé va l'exploiter. Quelle est la raison positive alors, pourquoi vous rencontrez des gens qui sont d'accord si l'évidence est bien celle que vous dites? C'est uniquement une affaire de profit? Des fois, je n'arrive pas à comprendre. Oui. Alors, parce que le président de MEDEF est pour, parce qu'on croit que le développement des entreprises, elle ne passe que par là. Mais c'est pas vrai du tout. Hier matin, alors il y a aussi, hier matin, j'étais à une réunion qui était organisée donc sur le pôle interconsulaire entre les 3 chambres, chambre d'économie, la chambre d'économie, la chambre commerce et économie, la CCI, la chambre des métiers et la chambre des cultures, qui s'adressaient aux élus, mais qui étaient, je dirais, ils voulaient montrer ce qu'ils peuvent apporter aux élus. Donc ils étaient, je dirais, dans une posture plutôt positive, et donc on n'était pas dans une posture revendicative, il n'y avait pas de caméra. Et moi, non mais qu'on soit clair, il y a un peu tout ça. Et moi j'ai vu des élus et des présidents de chambre, qui quelquefois peuvent être les mêmes, qui étaient vraiment sur comment on peut faire pour communiquer en positif sur nos territoires, pour relancer la machine et donner envie à des entreprises de venir s'installer. Et j'ai entendu des élus de droite comme de gauche qui disaient « il faut qu'on donne envie ». Et ça, c'est dans nos mains, ici, sur nos territoires. Non, et il faut qu'on connaisse bien nos territoires. Une autoroute, ça ne donne pas très envie. Je veux dire. Ben non. Qu'est-ce qu'ils voilà. disent Ils n'ont pas du tout parlé de route. Ils ont parlé de comment fonctionnent les gens ici sur ce territoire pour aller faire leurs achats. Je prends le rôle d'avocat du diable, mais en termes d'aménagement du territoire, depuis les années 60, les infrastructures autoroutières, les hubs, Roissy, etc., ont été des lieux de développement de l'économie. Je me fais un peu l'avocat du diable. À Bordeaux, on a un hub aussi au nord de Bordeaux. Les autoroutes qui se développent, la LGV qui est demandée par la région et l'État sont aussi des moyens d'aménager le territoire, de raccourcir les temps de transport. Et c'est vrai que ça, c'est un argument que les entreprises mettent en avant. Développer les infrastructures de transport qui favorisent les échanges, donc au point de vue de l'économie. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Et est-ce que vous êtes contre la LGV par exemple? Alors, concernant la première question que vous avez posée, ou en tous les cas vous dites, c'est pas une question, c'est une affirmation, vous dites, c'est ça qui développe le territoire. C'est ce que les entreprises disent. En tous les cas, c'est pas tout à fait ça. Ce sont des infrastructures qui se sont mises sur des pôles urbains, oui. On n'a pas de mégapôles, oui. Mais finalement, qui font qu'on a ces métropoles qui se développent. Oui. Et donc, tous ces réseaux qui sont en train de se faire, celui dont vous avez parlé, que ce soit la LGV ou les autoroutes, ce sont des réseaux qui sont faits pour relier les métropoles entre elles. Et on fait comme si, entre 2 métropoles, rien n'existait. Et d'ailleurs, vous regarderez,
ce sont des réseaux qui sont faits pour relier une métropole à la grande métropole Paris. Quand on nous parle de relier les métropoles et Paris est la dorsale européenne. Oui, bon, on a l'exemple de l'autoroute Bordeaux-Lyon qui est très très peu utilisée. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté en termes de développement, y compris en Dordogne? Moi, je me rappelle, on était sur les mêmes sujets il y a 30 ans. Hein. J'étais dans les réunions syndicales à l'époque où on expliquait aux agriculteurs tout le bien, parce que quand même, à chaque fois qu'on fait une autoroute, qu'on fait une LGV, c'est incroyable le nombre de terres qu'on bouffe. Bien sûr. Un jour, nous n'aurons plus à bouffer. Soit clair, parce que sur la terre pousse notre alimentation. Je crois qu'on l'oublie un petit peu. Donc on imperméabilise. Enfin bon, il y a tout ça. Et donc, en fait, le développement de Bergerac ne va pas se faire parce qu'il y aura une autoroute. Le développement de Bergerac, il se fait à partir de nos richesses patrimoniales, de nos richesses naturelles, de nos richesses économiques que nous pouvons faire progresser, évoluer. C'est à partir de là qu'on peut développer Bergerac. Mais c'est pas parce qu'une autoroute va passer à proximité de Bergerac que Bergerac va se développer. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, on en a à proximité. Hein. On rejoint Mussidan très très vite. Franchement, cette route n'est pas très très utilisée. Donc l'autoroute, elle est à nos pieds. Hein. Très bien. Donc, transition parfaite pour le sujet suivant, les circuits courts, justement. On a beaucoup utilisé le terme de transition, et je viens de lire un livre d'historien qui discute beaucoup cette notion de transition. Peut-être qu'on n'est jamais passé par des phases de transition. Ça a toujours été des luttes plus ou moins égalitaires ou inégalitaires qui ont fait qu'on a choisi plutôt le pétrole, plutôt le charbon, mais on n'a jamais transité d'une énergie à l'autre, et je ne suis pas sûr que la transition énergétique dont on parle aujourd'hui soit un bon terme, mais bon, peu importe. En tout cas, fait partie de cette transition, donc l'essai de ces fameux circuits courts. Vous allez nous en parler. Il se trouve que vous avez participé à pas mal de choses déjà là-dessus, à l'occasion d'une foire bio Canal Pourpre avait filmé d'ailleurs, où on voyait des élus, des associations de paysans, etc., qui discutaient beaucoup de ça. En essayant de montrer les problèmes et les avantages et puis les inconvénients, tout ce que ça suppose. Définitivement, vous êtes pour. Vous pensez que quand même il y a là une solution à expérimenter. Absolument. Bon, je veux quand même relever par rapport à ce que vous venez de dire. Vous dites, vous semblez contester le fait qu'il y ait eu des transitions énergétiques. Je crois que si. Encore un bouquin, je vais vous passer. Il y a toujours eu des transitions énergétiques. Nous sommes passés de l'esclavage, donc qu'on soit clair, nous sommes passés de l'esclavage. L'énergie humaine a été utilisée et exploitée pendant longtemps pour construire des pyramides. Je vous rappelle qu'elle est toujours utilisée. Elle est toujours, donc de manière moins vaillante certainement, mais l'esclavage n'a pas tout à fait disparu. Après, on a utilisé l'énergie produite par les animaux, puis un jour la mécanique est arrivée, et donc en utilisant, voilà. Si vous voulez. Ça n'a pas été linéaire, mais ça a toujours été avec plein de... On avait déjà eu cette discussion. Ce n'est jamais linéaire, rien n'est lié. Sauf que, voilà, c'est le terme, et puis c'est vrai que on a eu toute une histoire depuis le XXe siècle d'une linéarité par rapport à la révolution industrielle, le cycle Teckhoff, etc., qui est remise en cause aujourd'hui. L'opposition au pétrole ou au charbon ne date pas d'aujourd'hui. Absolument. Dès le 19e siècle. En tous les cas, à un moment donné, les transitions se font par rapport à des besoins et par rapport à des réalités. Aujourd'hui, effectivement, vous l'avez, des réalités politiques, des choix, effectivement. Et aujourd'hui, notre réalité, elle est quoi? Elle est effectivement, je dirais que depuis, c'est les accords internationaux, l'OMC, puis... à un moment donné, l'Organisation mondiale du commerce, un peu en échec parce qu'effectivement, un certain nombre de pays n'ont pas accepté de signer, etc. Donc, des blocages qui font que on est allé vers des accords bilatéraux, c'est-à-dire des accords entre pays ou groupes de pays, mais qui vont toujours dans le sens du commerce, faire en sorte que les lois du commerce soit supérieure à toutes les autres, et entre autres, soit supérieure aux droits humains, d'où la continuité de l'exploitation humaine
et qu'on voit peut-être encore, qu'on voit moins aujourd'hui parce qu'elle est souvent à l'autre bout de la planète, ou même quand elle est chez nous, elle est cachée. Bien sûr. Donc, Alors, revenons, effectivement, relocaliser, c'est bien le fil de relocaliser, c'est bien aussi une forme d'opposition et de reprendre en main nous-mêmes, sur nos territoires, nos politiques. C'est-à-dire que, bien sûr, quand je suis à l'Assemblée nationale et que j'interpelle tel ou tel ministre par rapport à ces fameux accords, d'ailleurs, bon, il y a l'accord transatlantique, il y a l'accord avec le Canada, il y a celui dont on a beaucoup moins parlé l'année dernière avec l'Afrique, parce que dans l'accord avec l'Afrique, ce sont les Africains qui sont certainement beaucoup plus perdants que les Européens. Donc on en a moins parlé, curieusement, et y compris d'ailleurs les syndicats ici. Donc, mais tous ces accords-là, effectivement, sont des accords qui font que, effectivement, au nom d'accords commerciaux, on veut braver les droits humains. De fait, c'est ça. Et donc, en reprenant en main notre développement sur nos territoires, notre alimentation, nos politiques agricoles, qu'est-ce que je veux manger ici sur ce territoire? Mais on peut faire la même chose pour la politique énergétique. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que nous avons ici sur ce territoire pour produire notre propre énergie? Nous avons du bois, nous avons le soleil, un peu moins le vent, parce que quand même on n'est pas un territoire très venté. Nous avons une rivière. Bien, à partir de tout ça, l'air, bien sûr, la géothermie. Je vais faire plaisir à Maynard, je vais dire que je vais poser une question idiote. Mais est-ce qu'un circuit court a une définition quantitative? C'est-à-dire, à quel moment un circuit est-il court ou long? Est-ce que ça... Alors ça fait partie des questions que je vais poser. Donc je viens d'obtenir auprès du président de la Commission des affaires économiques de pouvoir conduire une mission d'information parlementaire sur les circuits courts et surtout l'organisation des circuits courts pour approvisionner, par exemple, la restauration collective. La restauration collective, ça peut être une école de 20 enfants, mais ça peut être comme Bergerac, 1000 repas par jour. Donc, quand on se pose les questions de cette façon-là, ben, on se dit, ben, actuellement, comme ça, si on ne fait rien, on n'en est pas capable. C'est-à-dire qu'on est quand même un territoire rural et agricole, où l'économie agricole est importante, et malgré cela, nous ne sommes pas capables de produire notre propre alimentation. Parce que l'organisation est telle que ça coûterait beaucoup plus cher que... C'est pas que ça coûterait plus cher, c'est que l'organisation de la politique agricole n'a pas été conçue pour ça, et donc a été conçue pour effectivement concentrer la production. En gros, toutes les plateformes sont faites pour concentrer la production, tout se retrouve en gros à Rungis, pour faire, que j'ai visité d'ailleurs, pour faire court, et puis on redistribue, ce qui est une folie quand on parle d'énergie, de consommation d'énergie. Déjà, si on veut lutter... on pourrait éviter l'aller-retour. On pourrait éviter l'aller-retour. Et donc, il s'agit bien de cela, c'est éviter l'aller-retour. C'est faire en sorte que, alors qu'on soit clair, on aura encore besoin, bien sûr, de nourrir nos métropoles. Il y a du commerce à travers l'alimentation qui n'est pas récusé, mais on peut aussi quand même reprendre en main notre propre alimentation sur les territoires. Alors le territoire, il peut être effectivement géopolitique au niveau des bassins de vie, ça peut être... Voilà. Et donc ça peut être une politique régionale qui après se décline à travers les communautés de communes, par exemple. Vous dites, en gros, pour faire très vite, que le fait qu'il n'y ait pas que rien ne soit... Les infrastructures ne sont pas prévues, c'est lié, on peut remonter à l'histoire, la modernisation de l'agriculture qui a été voulue dans les années 50-60 pour que, en gros, l'Europe soit autosuffisante d'un point de vue alimentaire. Et tout à l'heure, vous nous avez dit que pour les énergies, ça serait bien que la France soit un peu plus autosuffisante pour l'énergie. Donc il y a une sorte de logique qui est un peu identique. Et pour l'agriculture, donc, alors certes, c'est une transition énergétique, mais il y a quand même cette notion d'autosuffisance alimentaire qui a apporté une modernisation de l'agriculture qui fait qu'aujourd'hui on est incapable de faire du circuit court où c'est compliqué. Mais en même temps, vous défendez cette notion d'autosuffisance énergétique, quitte à mettre des panneaux photovoltaïques. Alors, autosuffisance énergétique et alimentaire,
effectivement, il faut pouvoir le décliner au niveau européen, mais il faut être capable de le décliner au niveau local. C'est la même logique, hein. Ça relève de la même logique. Et effectivement, dire comment on s'organise sur un territoire pour pouvoir produire, pas forcément 100% de notre énergie, pas forcément 100% de notre alimentation, mais une partie conséquente, surtout quand on va regarder quels sont les territoires. Peut-être qu'en Massif central, il est difficile de faire pousser des tomates. Je parle naturellement, hein, parce que bon, on en fait pousser. Vous savez que la plus grande région de production aujourd'hui, c'est le Finistère en France. C'est quand même assez étonnant. Il y a 30 ans de ça, c'était Marmande. Bon, donc voilà, ça permet de se poser les bonnes questions en consommant le moins possible d'intrants. Qu'est-ce qu'on est capable de produire sur ce territoire? On a beaucoup de chance, on est sur un territoire périgourdin où on sait presque tout produire, c'est polyvalent, donc on a une capacité de développement autour de ça, et je dis bien une capacité de développement territorial qui est important, et donc un lien important entre des agriculteurs, producteurs, des collectivités locales, des consommateurs, et donc que chacun prennent sa part dans cette politique alimentaire, et on va se rendre compte que quand on parle de politique alimentaire, on va parler aussi de la politique de la gestion des déchets. Parce qu'effectivement, actuellement, dans les cantines, dans toutes les cantines qui fonctionnent sur un réseau, je dirais, cuisine centrale, avec, on met les parts toutes les mêmes, etc., 50% est jeté. C'est quand même assez incroyable. On se pose les questions, comment va-t-on faire pour nourrir la population quand on sera 9 milliards ou 12 milliards? Mais on produit déjà pour 9 milliards. Bien sûr. On jette 30% dans le monde. Pour revenir sur votre mission, si j'ai bien compris, l'expérience bergeracoise va nourrir votre rapport parlementaire. C'est le cas de le dire. D'accord. Absolument. Et mon rapport, alors qu'on soit clair. C'est quoi la deadline pour le rapport? Vous devez le produire quand? Une mission parlementaire, donc j'ai en gros 6 mois. C'est moi qui vais un peu choisir la date. C'est un peu court. Non, c'est pas circuit court. Oui, parce que l'expérience bergeracoise, dans 6 mois, elle ne sera pas menée. Non, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la réflexion. D'accord. Et donc la mission parlementaire, il y a deux choses. Il y a les organisations que je vais auditionner au niveau national. On a parlé tout à l'heure de démocratie participative. Il y a aussi et de l'OMC. On a des accords aujourd'hui qui font que les marchés publics nous imposent aux collectivités locales des démarches qui ne sont pas favorables. Le ministère de l'Agriculture vient de produire un document qu'il a envoyé par Internet et qui existe sous forme papier à toutes les mairies pour dire voilà, les marchés publics, c'est votre outil, vous êtes obligés de faire avec, mais il y a des façons de se servir des marchés publics et malgré tout de favoriser la production locale. Et c'est un message du ministère de l'Agriculture, c'est pas un message de Brigitte Allain. Et ça, c'est important. Oui, c'est pas mal. Voilà. Dites-moi juste un détail, mais quand on est chargé d'un rapport comme ça, vous êtes toute seule ou vous êtes plusieurs? Non. Alors la mission parlementaire, donc c'est moi qui en ai l'initiative, c'est moi qui serai rédactrice du rapport et qui rendrai le rapport, mais il y a un groupe qui est présidé par M. Togourdeau, qui est un député UMP, puisque une mission, ce sont des députés, donc il y a 8 personnes avec une représentation de l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Donc les écologistes, je serai la seule dans cette mission. Mais c'est moi qui vais choisir, qui ai déjà proposé la liste des personnes que je veux auditionner. Bien évidemment, j'ai invité les personnes, mes collègues députés, s'ils ont des exemples à présenter. Et puis, nous allons nous déplacer sur 1 ou 2 sites en France où nous allons aller voir des choses qui marchent bien. Exemplaires. Exemplaires. Peut-être aussi dans un département d'outre-mer, parce que c'est vital pour les départements d'outre-mer qui sont pour la plupart, sauf la Guyane, mais qui sont la plupart des îles. Bien sûr. Tout est importé. Tout est exporté, y compris leurs déchets. Y compris leurs déchets sont exportés aujourd'hui, alors qu'ils pourraient s'en servir pour faire de l'énergie. Donc, il y a un travail énorme à faire là-dessus. Et on ne prétend pas... Cette mission, ce rapport, permettra de nourrir un travail à venir, de nourrir des propositions de loi portées par les uns ou par les autres.
entre autres, je pense, pouvoir produire une proposition de loi à l'issue de ce rapport. Vous allez être très très occupé ces 6 prochains mois. Oui, bien sûr. Ouais, elle est toujours... Je ferai le lien, bien sûr, avec le territoire. Je ne vais pas arrêter... Est-ce que parmi les gens, je suppose que oui, mais est-ce que parmi les gens auditionnés, il est prévu, je sais pas, ce qu'on appelle les universitaires, des chercheurs spécialistes un peu de cette affaire? Oui. Bien sûr. Oui, bon. Bien sûr. Et je dirais que aujourd'hui, presque toutes les réunions où je vais, ou celles où je participe, etc., parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on est obligé de faire du tri, j'essaie de choisir les sujets qui vont nourrir aussi, donc que ce soit ici au niveau local ou que ce soit à l'Assemblée nationale, de choisir des sujets qui vont nourrir mon rapport, même s'ils ne sont pas complètement liés. La semaine dernière, j'ai assisté à un déjeuner sur l'économie circulaire, comment on peut la mettre en place. Donc l'économie circulaire, c'est lorsque je vais imaginer la construction de ce fauteuil, je vais imaginer bien sûr son usage. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est confortable? Qu'est-ce que le but à atteindre? On peut vouloir qu'il soit juste joli. Mais voilà. Et puis aussi, sa fin de vie. Comment va-t-on? Et est-ce que quand il aura fini sa vie de fauteuil, il pourra devenir autre chose? Est-ce que tout ce qui constitue... Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait après? C'est ça l'économie circulaire. Et on se rend compte que on peut développer beaucoup d'emplois autour de ça, parce qu'effectivement, ce sont des choses qui restent dans le circuit. Donc, circuit court, c'est tout ça. D'accord. Ok. On va pas tarder à terminer, mais puisque M. Garrigue n'est pas là, on peut quand même vous poser la question peut-être autour de laquelle vous auriez discuté ensemble, c'est vos rapports avec la mairie de Bergerac, ça va? Ça boum? Vous êtes contente? Alors écoutez, ce sont des rapports, je dirais, normaux. Oui. C'est-à-dire que j'ai rencontré monsieur le maire dans l'année, on se rencontre, je dirais, dans multiples réunions, je l'ai dit tout à l'heure, quand on coupe les rubans, c'est aussi un moment de se rencontrer. Oui, mais puis aussi, effectivement, de se passer des messages. Non, mais je pensais surtout à votre rôle de médiatrice entre la ville et la communauté. On va prendre un exemple concret. Tout à l'heure, j'ai cité les conseils citoyens, comités citoyens, je sais plus, je crois que c'est conseil citoyen. La CAB, la ville de Bergerac, c'est pourtant la politique de la ville et il n'y a pas la députée. Alors effectivement, parce que là il s'agit de définir la politique de la ville, mais qu'on soit clair, quand il y aura ces réunions qui vont se faire, alors si évidemment, si elles sont le mardi soir, le mercredi soir, je ne sais pas, la vie de la ville ne s'arrête pas à l'agenda de la députée. Je parle de l'élu, la représentante à l'Assemblée nationale. Si je peux, si ça se passe à un moment où je peux y aller, je pense que la porte ne m'est pas fermée, je peux très bien y aller pour écouter, parce que notre rôle aussi, c'est d'écouter à un moment donné. Et en tous les cas, j'ai la satisfaction de voir que la mairie de Bergerac a bien mis en place ce qu'elle avait annoncé. Ce conseil municipal l'avait annoncé, mais d'autres, le précédent l'avait annoncé, la reprise en régie des cantines. Et donc, ça va ouvrir effectivement des perspectives. Et ça les engage aussi à se poser des questions sur... comment on va approvisionner ces cantines? Est-ce que c'est au niveau local ou juste on va faire comme on faisait avant? Et ça oblige à se poser des questions. Un site qui se libère aujourd'hui par l'Institut du tabac, des projets autour de ce site et des projets maraîchers. Comment les collectivités locales vont s'engager pour soutenir ce projet? Je les ai engagés les uns et les autres à vraiment soutenir ce projet. Là, je suis effectivement dans mon rôle politique pour leur dire attention, vous avez la possibilité de soutenir ce projet et je vous demande de le faire. Très bien. Voilà. Bon, mais vous êtes bientôt à mi-mandat, c'est votre 3e année là. Ouais, elle est en pleine forme. Ça va. On fera un petit bilan de mi-mandat la prochaine fois, ça sera intéressant de voir ce qui s'est passé. On se revoit dans 3 mois quand même. Voilà, dans 3 mois. Dans 3 mois, on sera après les élections départementales. Mars, ce que je souhaite de toute après les élections départementales, territoriales. Je ne souhaite pas que ce soit... D'accord. Je sais bien que vous ne mettez pas en ligne forcément au moment où on le fait. Non, mais d'accord. Pas de problème. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Rod, please don't do this to me.
I love him.